m'appelle Albert Rudatsimburgwa. Je suis journaliste et en fait, à travers ce métier-là, j'ai fondé une radio d'abord et puis maintenant on est arrivé au stade d'avoir aussi la télévision. Donc on a une radio, une télé qui s'appelle Contact ici à Kigali. Si j'ai fait une radio, c'est en fait à partir de 2003 que je dirais on a libéralisé les ondes pour radio et télévision. Sinon, entre 1994 et 2003, ça ne restait qu'une affaire d'État. Et en fait, c'est une conséquence, je dirais, du rôle des médias pendant la période la plus sombre du Rwanda, je dirais à partir des années 90 jusqu'à surtout 94. Alors, avec l'émergence, donc avant 90, effectivement, pendant longtemps, c'était uniquement la voix du gouvernement, de l'État, et je dirais de la clique au pouvoir à ce moment-là. Mais est venu avec la guerre qui a commencé en 90, une poussée, une ouverture, où d'autres partis politiques ont été tolérés. En tout cas, ils sont devenus de vrais acteurs sur le terrain, visibles, avec une voix. Et donc, on a commencé à voir l'émergence aussi d'autres médias, mais c'est surtout dans la presse écrite, où des gens pouvaient exprimer une position qui soit aussi différente que celle du gouvernement de l'époque de Habyarimana. Mais ce que je veux dire par là, c'était dans les deux sens. Ça veut dire que peut-être au début, l'État de Habyarimana se donnait des limites d'éthique, je dirais, et donc les fractions plus extrêmes le sortaient dans des publications à eux. Et donc c'est comme ça qu'on a, entre autres, des journaux célèbres comme Kangura, Kanguka, c'est-à-dire le réveil, ou enfin réveillez-vous, c'est ça que ça veut dire en fait, exprimer il est temps de se réveiller parce que la révolution est en danger, ou la République est en danger. Et là, tout d'un coup, en fait, il y a eu, je dirais, une énorme ouverture, mais dans le mauvais sens, dans le sens où on pouvait raconter n'importe quoi. Et donc, ce qui a favorisé cette émergence de nouveaux médias, mais c'est surtout la presse écrite. Hein. À ce moment-là, ce n'est que la presse écrite d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'une radio d'État. Et d'ailleurs, je crois que même la télévision n'existe pas encore, ou va commencer à exister, mais c'est pas au début des années 90, je crois que c'est après. Et donc, ce qui a favorisé l'émergence de cette presse écrite, c'est le fait que d'autres partis ont émergé aussi, d'autres partis politiques, et eux, on voulait aussi avoir une voix et une façon de pouvoir s'exprimer constamment sur le développement de la situation politique et la situation de guerre aussi. Mais je dirais, ceux qui étaient les plus prolifériques, c'était les médias, en fait, les canards, les journaux, les papiers, je dirais, d'extrémistes. Parce que c'est là-dedans, par exemple, qu'on va commencer à vouloir faire rallier la population ou les gens à une cause qui était une cause ethnique, de dire les Hutus et les autres, et d'expliquer pourquoi il fallait que les gens se sentent concernés en essayant de faire peur à la population en disant que voilà, ce sont en fait les enfants de ceux qu'on a combattus pour notre révolution, qui sont de retour et qui veulent se venger, et de commencer de les traiter de tous les noms. Ça veut dire que c'est là aussi qu'on commence à déshumaniser l'adversaire ou l'ennemi, ou d'en faire un co-citoyen, d'en faire un ennemi. Donc, il est Tutsi, c'est un serpent.
c'est un cloporte, comment on appelle ça, en français, les cockroaches, les cafards. C'est de là que vient en fait, le développement de ce terme. Donc on a nommé l'ennemi, le cafard, le non-humain. Donc si vous l'attrapez, vous pouvez en faire ce que vous voulez en fait. Mais il y a aussi une façon de dire aux gens que ceux qui ne respectent pas cette ligne, cette analyse, cette grille d'analyse, c'est qu'ils sont contre la cause Hutu. Et donc il y a des gens qui développent les 10 commandements du Hutu, ce que le Hutu doit faire pour être un bon Hutu. Donc, mais ça va au-delà des médias, parce qu'on demande aussi aux artistes de contribuer à ce genre de choses. Il y a une chanson, d'ailleurs assez très connue, qui s'appelle sur la harpe traditionnelle rwandaise, avec une voix très sexy d'ailleurs, qui vous entraîne à vouloir écouter vraiment le message. Et ne fût-ce que le titre, c'est « Je hais les Hutus ». Mais « Je hais les Hutus », ce n'est pas contre les Hutus, mais c'est contre les Hutus qui ne seraient pas d'accord avec les principes du Hutu. Donc, les Hutus qui ne combattraient pas les Tutsis, les Hutus qui auraient des amis Tutsis, ou qui ne soutiennent pas la cause Hutu, je les hais. Donc, et c'est ouvert. Personne ne met aucune restriction à ça. Il n'y a pas un comité d'éthique, il n'y a pas un comité supérieur de l'audiovisuel. Au contraire, ça va jusqu'à un tel point que vient cette ignominie des médias, je dirais, les médias de la haine, au summum. C'est la RTLM, la radio-télévision libre d'Émile Colline. Libre dans ce sens-là, c'est que pour eux, le gouvernement n'était pas assez extrême. Donc la radio de l'État, la radio Rwanda, était trop modérée. Et donc, je dirais, parmi la bourgeoisie financière ou bien les hautes finances du secteur privé du Rwanda à l'époque, mais qui étaient quand même, je dirais, de toute façon en relation d'affaires avec les gens de l'État, surtout avec le clan autour de la première dame, Agatha, et de ses frères et cousins. Il y a Félicien Kaouga qui va financer le RTLM. Et le RTLM, en fait, la RTLM, première phase, c'était une radio. Donc ce n'est jamais devenu une télévision, mais ça avait déjà le nom RTLM, Radio-Télévision Libre d'Émile Colline. Et ils le font de façon, je dois dire, très professionnelle. Parce qu'en fait, ils vont chercher des animateurs qui sont vraiment libres d'animer et ils le font avec beaucoup de talent. Et donc, en fait, ils attirent beaucoup plus d'audience que même la radio très figée de l'État. Le ton, etc. Mais RTLM va pousser à l'extrême. Parce que donc, d'ailleurs, si on reprend quelques enregistrements du mois du mois de mars 1994, il commence en fait, évidemment ce n'est qu'après coup qu'on l'a découvert, mais il commence avant le 6 avril, la date où l'avion du président Habyarimana a été abattu par des roquettes. Ils annoncent en fait qu'il va se passer quelque chose. Et ils annoncent les conséquences de ce quelque chose. Ils annoncent que ça aura des impacts jusque les générations à venir. Donc, ce qui démontre très bien que ces gens étaient pratiquement dans le coup. Ils disent « Ah, faites attention, chères auditrices et auditeurs, aux alentours il se passera un petit quelque chose, et avec une répétition pendant quelques jours. » Donc, c'est aussi autour de Pâques. Mais donc, ce ne sera pas Pâques qu'ils annoncent, c'est l'Apocalypse. Hein? Et ils annoncent déjà aussi comment il y aura après ça, parce que je fais de la traduction simultanée entre l'époque et maintenant, donc qu'il y aura une attaque décisive, je veux dire, l'Apocalypse pratiquement. Et ça aura des répercussions sur les générations futures, etc. Et je dirais même
en ayant écouté et réécouté et analysé ce genre d'émissions de l'époque, ils annoncent même déjà la négation de ce qui va se passer. Ça qui veut dire qu'ils annoncent déjà que de toute façon, ils accuseront l'autre. Tout ça est là. Et donc, mais alors, après le 6 avril, je dirais, pendant que le génocide a alors commencé, ils atteignent un autre niveau, en fait, de médias de la haine. Parce que là, au contraire de ce dicton qui dit que la révolution ne sera pas télévisée, eh bien là, le génocide était radiodiffusé. Parce que là, en fait, ils donnaient même, je dirais, des mises à jour dans tel quartier. Et incitaient d'autres à travailler plus, parce qu'il restait des survivants. Il y avait telle famille, avec un tel, et c'était avec les noms, avec l'endroit. Et chaque fois avec le même ton, comme s'ils étaient vraiment en train de faire quelque chose pour la patrie. C'était aussi tout ça. Donc, et là, c'était incroyable. Mais RTLM a carrément... Et les gens étaient scotchés, donc ils avaient un petit poste FM, et RTLM disait, et là-bas, les miliciens qui sont à tel endroit, n'oubliez pas, parce qu'il paraîtrait que vous les avez laissés passer, telle famille, ils ne sont plus chez eux, ils sont terrés chez le voisin ou bien, etc. Donc, ça c'est RTLM, ça c'est l'évolution de ces médias-là. Mais le fait que pendant toutes les années qui ont monté jusqu'au génocide, il y avait eu cette liberté de pouvoir insulter, de pouvoir avoir rien que des discours de haine, de pouvoir diffamer en fait. Tout ça, avec la fin du génocide, avec l'arrêt de la guerre et de la prise au pouvoir du FPR, tout a été bloqué maintenant. Parce qu'il fallait réfléchir de comment on allait sortir de ce prisme dans lequel les gens s'étaient laissés emporter. Donc c'est pour ça qu'il a fallu quand même à peu près 10 ans avant qu'on réouvre les ondes en fait. Mais il y a quand même une certaine presse écrite qui a essayé de voir un peu le jour après 1994. Mais c'était certainement pas évident. Donc voilà, 10 ans pratiquement ont mis les médias rwandais, je dirais, du mauvais côté